le Mali et le Cameroun sur l'implication de la société civile à l'élaboration de la politique culturelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons voulu, lui depuis le Mali et moi depuis le Cameroun, savoir exactement quel était le processus, comment est-ce que de part et d'autre, je pense là, au gouvernement et deux, aux acteurs eux-mêmes de la société civile culturelle, comment est-ce que ces acteurs-là travaillaient ensemble à l'élaboration d'une politique culturelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé élaborer un mini questionnaire, je vais l'appeler ainsi, moi au Cameroun, qui s'adressait essentiellement aux acteurs de la société civile. Donc, nous leur avons posé un certain nombre de questions pour savoir comment est-ce que le gouvernement se comportait vis-à-vis d'eux lorsqu'il fallait élaborer cette politique culturelle. Et donc, du côté du Mali, il a été question pour Momo de rencontrer certains représentants du ministère de la Culture. Donc, et ainsi, ça nous permet de voir quel est le processus de part et d'autre, quels sont les points sur lesquels nous nous retrouvons, et à la fin, nous avons essayé de mettre en exergue les, comme on dit en anglais, les best practices. Voilà, de manière générale. Donc, la première question qu'on s'était posée, c'était de savoir la société civile est-elle impliquée dans l'élaboration de la politique culturelle nationale de nos différents pays. Et pour répondre à cette question, nous pouvons dire oui, comme nous l'avons confirmé, M. Kouré, chef de cabinet du ministère de la Culture du Mali, et M. Danoko, directeur national de l'action culturelle, et surtout pour appui le document cadre de la politique culturelle du Mali dans sa version finale qui a été réalisée le 8 avril 2011. Donc déjà les premiers paragraphes de cette politique culturelle définit la démarche et la prise en compte des acteurs culturels. Et quand nous allons dans le dit document cadre de la politique culturelle du Mali, à son point d'introduction au 7e paragraphe, il est dit que les sources documentaires, en particulier l'arsenal légal réglementaire existant au Mali, les conventions internationales, les études réalisées par les organisations internationales dont le Mali est membre, les études sectorielles, les sous-sectorielles réalisées dans les pays ces dernières années, les documents d'analyse d'orientation élaborés par le ministère de la Culture, le budget et les différents départements ministériels, et la contribution apportée par des organisations de la société civile culturelle telles que ACSEC et le réseau KIA. En parenthèse, ACSEC, c'est une association, on peut dire l'association culturelle mère de la coalition malienne parce que ACSEC est le siège d'ACSEC, le siège qui abrite le bureau de la coalition malienne pour la diversité culturelle. Et le réseau KIA, c'est un réseau de plusieurs acteurs culturels du Mali actifs. Donc, il est stipulé que des enquêtes auprès des acteurs culturels, des collectivités locales et d'autres parties concernées sur le suivi de ces ateliers ont été prises en compte dans la mise en place de ces activités, de ce document cadre qu'on appelle le document cadre de la politique culturelle du Mali. Alors la politique culturelle du Mali, elle est pluridisciplinaire, pluriannuelle, dans le sens où c'est une politique qui est large. Elle est très large dans sa démarche et qui se veut quinquennale et qui s'adapte à chaque fois, qui est réactive en fonction des constats et des rencontres avec les différents acteurs de la société civile. Donc on est passé à la deuxième étape qui était de savoir quelles étaient les propositions prises en compte des acteurs culturels, les propositions des acteurs culturels prises en compte dans la mise en place de cette politique culturelle.
À cette question, il est difficile de dire exactement les propositions faites par la société civile, mais à la lecture du document final, le document cadre de la politique culturelle du Mali, il est clair que le rapport final indique la prise en compte des études, des conclusions et des différentes propositions issues de la société civile. En référence, le document cadre culturel dans son annexe 1, principale source de documentation. Et dans son deuxième paragraphe, on voit que le rapport d'atelier, la contribution du réseau Kitia dont je vous parlais, qui est un regroupement d'entreprises culturelles privées et associatives qui sont actuellement les plus actifs au Mali. L'élaboration de la politique culturelle doit aller de compte rendu du séminaire prospectif pour le développement des arts et de la culture du Mali organisé par le réseau KIA. On a encore dans le même document dans le cas des études sectorielles, le projet à flamme de la chaîne libre du Mali, un rapport de Fatoumata Diakité qui est une écrivaine. On a encore la prise en compte du guide artistique des praticiens du Mali réalisé par ACCET, dont je disais qui abritait le siège de la coalition malienne. Il y a encore dans le même petit document les territoires, lieux, mémoire et aspects de sociabilité pour le Mali. Ça a été une étude qui a été mise en place par ACCET et la coalition malienne. Il y a eu une mission d'évaluation de prospection de l'appui de la communauté européenne au secteur de la culture au Mali, rapport établi par Laurent Théo, Guy Dissipé, Simone et Aline Frandiaï, qui est un acteur culturel malien qui est très reconnu. Donc, au regard du petit document du cadre de la politique culturelle du Mali, on voit qu'il a été pris en compte clairement l'apport des acteurs culturels. Est-ce que ces propositions ont été prises en compte? Oui, elles ont été prises en compte. Quelles sont les mesures prises pour la société civile pour garantir la réelle prise de compte de leurs propositions? Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un fait, c'est que le Mali est assujetti à certains accords internationaux qui font qu'aujourd'hui, dans la mise en place de son programme gouvernemental, il est impérieux et il est même nécessaire que les acteurs culturels, c'est-à-dire les membres de la société civile, prennent part à l'élaboration de la politique culturelle pour que cette politique culturelle puisse être validée et amendée et mise en exécution. Maintenant, il y a certains acteurs du milieu, il y a certains acteurs qui se sentent peut-être un peu lésés parce qu'il y a le manque de circulation de l'information. Et il y a aussi le fait que le ministère ou le gouvernement a tendance à travailler en particulier avec un certain réseau d'acteurs culturels qui sont un peu, je peux dire, dans les grâces du pouvoir, si vous pouvez vous permettre ce terme-là. Donc, on va avancer et nous concluons que. Mais il est aussi vrai que certains acteurs sont plus impliqués que d'autres, créant des frustrations, donnant l'impression de mise à l'écart, comme je le disais, de mise à l'écart de certains acteurs qui ne sont pas souvent associés aux activités du gouvernement. Et nous-mêmes, acteurs de la société civile, nous essayons d'interpeller le gouvernement sur certains sujets en favorisant la concertation pour la prise en compte de nos préoccupations. Mais on a l'avantage que cet accord cadre de politique culturelle du Mali, il est réactivé chaque année, ce qui fait que le gouvernement est obligé d'avoir des concertations, des rencontres avec la société civile et les acteurs culturels pour pouvoir mettre en place le budget final de l'année suivante. Donc, c'est une démarche qui est nécessaire pour la validation du plan programme du ministère. Donc, on a confié la partie de l'enquête sur la vie des acteurs culturels privés à Annie, comme on vous l'a dit. On a fait cette enquête comme ça pour qu'on puisse avoir le vue de chaque pays, le point de vue de chacun. Donc, sur ce, je vais vous passer à Annie qui va vous demander le résultat de son enquête auprès des acteurs culturels. Merci Momo. Alors, c'était la vue du Mali. Les dit au départ, nous avons choisi de nous adresser à un certain nombre d'acteurs, pas tous.
culturels, notamment Luc Yachouke qui est présent, peut-être qu'il touchera un mot là-dessus, Michel Do, Ansbon et d'autres. L'un des critères essentiels nous ayant guidés sur le choix de ces acteurs-là plutôt que d'autres, c'était leur expérience. Alors, j'ai fait à la fin de cette présentation une espèce de chronologie de l'élaboration de la politique culturelle au Cameroun. Et à l'intérieur, il y a la date 1991 qui correspond aux États généraux de la culture. Donc, c'est une activité qui avait été organisée par le ministère de l'information et de la culture de l'époque, qui a eu comme issue ou comme résultat la cession du ministère de l'information et de la culture en deux. Donc, il y a eu un décret qui date de 92, à cette suite-là, 92 ou 93, on vérifiera avec les dates, et qui créait le ministère de la culture. Ensuite, on a eu le décret portant organisation du ministère de la culture lui-même. Et je voulais juste mentionner que les années 90 ici, donc à la suite de ces états généraux, représentent le foisonnement, si vous voulez, ou alors la création en grand nombre d'un certain nombre d'activités. Vous allez remarquer que beaucoup d'activités, de festivals, d'événements culturels sont nés pendant les années 90, notamment plus vers la fin des années 90. Donc les outils utilisés étaient des rencontres physiques et le téléphone éventuellement via WhatsApp, parce que ce n'est pas toujours évident de rencontrer les uns et les autres. Et après consultation de la documentation existante, nous avons donc élaboré une chronologie de cette politique, de l'élaboration de cette politique culturelle. Donc la question 1, qui était celle de savoir si la société civile a été impliquée à l'élaboration de la politique nationale, nous disons tout de suite oui, même s'il y en a qui, pas qui se plaignent, qui ont répondu non à cette question parce qu'ils n'avaient pas été invités par le ministère de la Culture lors de ces réunions. Cela s'est fait à travers précisément un séminaire sur l'élaboration de la politique culturelle nationale organisé par le ministère des Arts et de la Culture en 2009 et 2 assises pilotées pour la première en 2008 par le service culturel de l'ambassade de France au Cameroun et les deuxièmes assises par la Fondation pour l'Angoïla. Donc, la question 2, quelles sont les propositions apportées, présentées par la société civile? Elles vont porter autour de points essentiels, importants, qui sont l'offre de formation et la professionnalisation des acteurs, les infrastructures culturelles, parce qu'il y en a évidemment pas en grand nombre, l'allocation de ressources financières conséquentes aux acteurs, activités et projets culturels, et ce à travers des subventions plus conséquentes forcément, le sponsoring et le mécénat. Ensuite, il est essentiel pour les acteurs culturels au Cameroun d'élaborer la cartographie de la culture, de savoir qui fait quoi, qui est qui, où est-ce qu'on les trouve, et puis que ces acteurs de la société civile culturelle s'organisent par secteur d'activité et aussi éventuellement les statistiques culturelles. Jusqu'à ce jour, nous n'en avons pas beaucoup. Un document qui a été élaboré, et ce, une fois encore, grâce à l'OIF, a été le profil culturel de 3 pays d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Congo, Brazzaville et le Gabon. Et ça a été publié, ils l'ont publié, je pense, ils l'ont mis à disposition en 2012. La question 3, celle de la prise en compte des propositions des OSC par l'État. Donc, de manière générale et au regard des informations que nous avons pu obtenir,
Oui, certaines propositions sont prises en compte, même si, comme je le fais remarquer, le temps du politique n'est pas le temps des acteurs de la société civile. Nous aimerions que, une fois ayant participé à une assise ou une réunion, que le mois suivant ou les mois qui suivent, les résolutions qui ont été prises puissent être appliquées. Or, l'administration, elle est lourde chez nous, et donc il faut tenir compte de ces paramètres-là. Alors, en regard des propositions que j'ai énoncées avant, on peut citer parmi les résolutions le compte d'affectation spéciale qui a été mis en place pour soutenir le secteur des arts et de la culture au Cameroun, qui reste encore énormément insuffisant pour pouvoir satisfaire les acteurs culturels. Je relève ici quand même que le budget du ministère, le budget annuel du ministère des Arts et de la Culture au Cameroun est le dernier, je pense. 4 milliards, dont 3 affectés au fonctionnement seul du ministère des Arts et de la Culture, et le milliard qui reste aux acteurs culturels. On a toute une panoplie, je vais utiliser ce terme-là, de lois et décrets d'application qui existent dans le secteur des arts et de la culture. Cela va des droits d'auteur et droits voisins au patrimoine, en passant par le spectacle vivant, le cinéma. Et sur la question du financement, il y a des lois. Il y a une loi sur le mécénat qui organise quand même le mécénat culturel, même si la mise en application reste encore très attendue par les acteurs. Nous avons également la création de sociétés de gestion des droits d'auteur et droits voisins. Je ne donnerai pas un secret ici en disant que le problème du droit d'auteur et des droits voisins en Afrique au Cameroun est le même qu'il a été partout en Afrique et certainement dans le monde aussi. On a connu des successions, des sociétés qui sont fermées, des sociétés qui renaissent, et à chaque fois toujours les mêmes problèmes liés soit au financement, liés soit au fonctionnement ou alors au management de ces sociétés de gestion. Ensuite, l'ouverture simultanée des instituts des beaux-arts. Pour situer cette ouverture simultanée, ça intervient, si vous voulez, en 2010. Donc on est là vraiment après, les états généraux, et 2, les premières assises culturelles qui se sont tenues au Cameroun. Donc on a un institut des beaux-arts à Fumban, à Fumban, donc relevant de l'université de Tchang, un en Konsamba relevant de l'université de Douala, et un à Maroua relevant de l'université de Maroua. Ces instituts des beaux-arts là, ils s'ajoutent à la faculté des arts et lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1 qui existe depuis longtemps. Après, il y a l'Institut national des arts du Cameroun, qui lui est toujours attendu parce que ça relève directement du ministère des Arts et de la Culture. Et enfin, je vais citer la déclaration de l'association culturelle Écran Noir, ONG d'utilité publique. Et donc, ça fait de cette association qu'elle a l'avantage de recevoir des financements directement, en plus des financements extérieurs, des financements qui viennent directement de la présidence de la République. Les mesures prises par la société civile pour garantir la prise en compte de leurs propositions. Alors, c'est une bataille quotidienne, je vais dire, pour les acteurs culturels, de pouvoir s'assurer que leurs attentes sont prises en compte par le gouvernement. On n'est que force de proposition et on s'implique tant qu'on peut. Je mentionnais tantôt la
le foisonnement et la naissance de nombreuses activités et événements culturels dans la fin des années 98. Ça continue. Il y en a qui naissent tous les jours, certains beaucoup plus dans la course d'attraper certains financements et d'autres avec des contenus un peu assez forts parce qu'il y a des revendications à apporter auprès du ministère de la Culture. Donc, éventuellement, ces acteurs culturels-là, ils s'impliquent à tous les niveaux. Au niveau des événements, de l'organisation d'événements artistiques. Et il y en a qui, parfois, sont invités par le ministère des Arts et de la Culture, pour intervenir en tant qu'expert. J'ai noté ici quand même une période charnière qui a été les dernières élections présidentielles, où on a vu quand même deux acteurs en particulier. Je pense à Jean-Pierre de Colomb, qui est dans le cinéma, et à la princesse Marie Douala-Bel, qui est présidente du Centre d'art contemporain Douala, qui ont fait des adresses ouvertes aux candidats à la présidentielle pour justement pour qu'il y ait une politique culturelle et que la culture soit prise en compte dans les programmes qu'ils proposaient au peuple camerounais. Donc, après, il y a des initiatives qui viennent de partout. Moi, j'ai par exemple assisté pendant cette période électorale dans le cadre d'un forum. On s'était mis ensemble en se disant, voilà, il faut élaborer un document qui va être proposé à tous les candidats, mais sauf qu'il faut suivre. Et ça, c'est un gros problème que nous avons en tant qu'acteurs culturels. Donc seulement, l'impression générale des choses qui ne bougent pas reste toujours au sein. Alors, là, je présente la chronologie de l'élaboration de la politique culturelle. On a une politique culturelle en deux temps. Sous l'Ancien Régime quand même, il y en a eu une politique de la République unie du Cameroun qui s'est suivie par l'institution d'une charte culturelle par décret présidentiel en 1979. Sous l'actuel régime, je note quand même qu'entre l'ancien régime et l'actuel, il faudra attendre 37 ans pour voir aborder la question de l'élaboration d'une politique culturelle. Donc, j'ai mentionné déjà 91 avec les États généraux. 2008, les premières assises camerounaises des entreprises et industries culturelles dans l'espace francophone, pilotées cette fois-là par le service culturel. 2009, le séminaire de l'élaboration de la politique par le ministère des Arts et de la Culture. Et puis voilà. Donc, ce que j'ai noté à travers cet exercice, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté. En parcourant les documents, on se rend compte que les assises de 2008 présentent comme objectif le pilotage stratégique de la politique culturelle au-delà de l'élaboration à la demande du ministère des Arts et de la Culture d'un mémorandum de propositions favorisant le développement des entreprises et des ICO au Cameroun. En 2009, le même ministère organise un séminaire d'élaboration de la politique culturelle du Cameroun. Et en 2016, on se prépare à travers les assises, les deuxièmes assises, on prépare l'élaboration et la mise en place d'une politique incitative en faveur des entreprises culturelles. Donc, c'est à se poser la question, est-ce que la politique culturelle, elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle est écrite? Donc, voilà un peu la situation au Cameroun. Pour dire vrai, je ne connais pas d'acteur culturel qui ait lu dans un document précis la politique culturelle telle qu'on la voit dans d'autres pays élaborée. Donc, le troisième point, les lignes qui bougent ou pas. Il est certain qu'avec les obligations de nos États vis-à-vis des accords conclus et autres ratifications, on implique de plus en plus la société civile. Comme Momo le mentionnait tantôt,
On a passé des accords, il faut s'y conformer. Et ce rôle est imparti à nos États en priorité. Pour finir, je vais dire que de toutes les façons, la société civile, elle est impliquée aujourd'hui à petite dose à l'élaboration et même à la mise en œuvre de la politique culturelle, que ce soit au Cameroun ou au Mali. Mais les attentes sont, je ne vais pas dire exponentielles, mais il y a beaucoup d'attentes du côté des acteurs culturels vis-à-vis des gouvernements. Donc, pour conclure, de façon générale, voilà, la société civile au Cameroun ou au Mali, elle est impliquée. Maintenant, à quelle célérité la question se pose. Cette implication de la société civile est encore très faible et pourrait être plus présente. Sur ce, nous vous remercions. Thank you very much, Mesita. To meet colleagues and share experiences. The reason why I asked all of us to stand and observe a minute of silence for those who lost their lives in South Africa, not for the first time, not for the second time, but these have been recurring experiences. One may ask, what has this got to do with this conference? Or what has that got to do with the 2005 convention? My answer will be everything. If we are on about the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, and it may not occur to us that the xenophobic attacks in South Africa and the lives that we continue to lose must be at the heart of the promotion of the convention, then I think we'll be missing out on something very fundamental and big. Our governments, through the leadership of Rwanda, that was chairing at the time, has come up with a framework to promote free trade on the continent. While we have xenophobic attacks happening on the continent, these do not spare off cultural professionals and artists as traders or otherwise. And what shall we do, or what are we doing as cultural professionals or artists or those who are concerned with the convention in ensuring that what we continue to witness in South Africa and elsewhere on the continent may have to be some of the objectives or goals that we seek to address under the convention. When I juxtapose it with the experiences in Europe, when there was an outcry over migration issues, and what we are witnessing on the continent, which I personally feel we are not doing much, it would be good if this particular forum or any other forum would come with a particular resolution on what we need to do to address areas of conflict on the continent through the lenses of the 2005 convention. I honestly believe that the convention has to play a role in guaranteeing and promoting peace on the continent. But how do we achieve that? What are our respective collective or individual roles? This is a question that I wish to pose to all of us to think about. It takes about 45 minutes to fly from my city to South Africa. So my particular reference to South Africa is because of that proximity, which is historical from the liberation struggle, which is economic, which is social, and which is cultural. So because of these multi-layers, I feel it is important, if we are to make sense of the African Renaissance Charter, if we are to make sense of the
the Pan-African Plan of Action on culture, if these things really mean something to us, I think peace has to be at the center of everything that we do, of course within the framework of the convention. May I go now to the task that I've been asked to speak about in terms of our experiences in terms of quadrennial reporting on the 2005 convention. It is a huge challenge. I've been involved with this process at a country level for some time now, and we are due to prepare our next quadrennial report next year. I would like to, within the time that I've been allocated, break it down according to the convention goals. The first goal of the convention speaks to support sustainable systems of governance for culture. How does this relate to preparing of quadrennial reports? The experiences in my country, which is a public record, as in many other countries, is where there's so much mistrust and suspicion between civil society and government. So where civil society challenges public policy or public governance in the field of culture, you can easily pass for a label of a puppet of the West or an agent of the West, understandably or assumably because the West will be coming in with the resources that empower the local civil societies to engage with the policy issues. There are no local resources to support many of the players that I know that work in the area of cultural governance on the continent. And I must admit, it's a minefield. It's not a safe space. And the traditional human rights organizations and human rights defenders networks, they don't recognize cultural professionals as human rights defenders. Until recently, when we have safe spaces and safe havens for artists, it's still very difficult to justify why cultural activists would need support is equal to that which is granted to human rights defenders in the mainstream. I would move on to the need to achieve a balanced flow of cultural goods and services and increase mobility for artists and cultural professionals, which is one of the goals for the convention. Again, in that area, we suffer lots of challenges when we are preparing usually our quadrennial reporting. And it's likely to get worse because now data is the new diamonds. Data is the new gold. So if you are not speaking data, if you are not pushing data, you are likely to be pushed to the margins. So what does that have to do, or how is it that going to affect our quadrennial reporting as countries? I think we need to think hard on that. Both from an ownership of the platforms that are pushing data and to those who are creating the data and monetizing it. I think for me, data is going to be a big disruptor to quadrennial reporting. And I think we may need to reflect around the current updated framework for quadrennial reporting in terms of how does it speak to these emerging trends and issues in terms of reporting. Because not much of cultural and creative industries statistics or data is in the public domain. Most of the work that happens is happening on the margins by small players. So we are likely to have a situation where only the information in the public domain will be the one that will be captured. Because the issue of data is the driver. So if you are not on Facebook, if you are not on Twitter, if you are not on Instagram, you don't exist. And how many of our players on the continent are working outside this?
possibly we could label them the informal sector, but they are taking kids to school, paying bills, and so we need to have those considerations. Integration of culture and sustainable development frameworks. Climate change seems to be the big thing. Forget everything else, it's all about climate change. And also this is also being kind of the agenda that is being fostered on the cultural and creative industries on the continent. That should we be talking sustainable development goals, talk climate change. How can we achieve, how can we set our own agenda, our own priorities at a regional level, at country level, which at the collective, when we meet in these forums, we still respect to say, okay, fine, while this climate change is a priority, I have nothing against climate change. But I have problems when one institution or one country's priorities become a one-size-fits-all, because that's very problematic. The AU, could, as we may hear from Devs, has got so much work that is happening in the cultural field. But where are we connecting the dots with what we could possibly be doing at this level? That's the same problem that we are having in terms of the SDGs and the prioritization. The last point that I'll speak to in hopefully a minute or two is promotion of human rights and fundamental freedoms on the continent. This is a huge, huge challenge in terms of quadrennial reporting. And I and with other colleagues, we have been advocating and lobbying for a long time that possibly what we need in terms of quadrennial reporting, we need shadow reporting for countries. Because the state parties have got the responsibility to submit the final report to UNESCO. And things that are critical around human rights and fundamental freedoms get censored and edited out. So we are not having a fair representation or reflection of what is happening in terms of artistic freedom and violations that are happening in various countries. Having conversations with the UNESCO Secretariat, they are clearly not for civil society pushing for shadow reporting. But I don't think this is really a choice for the Secretariat to make for us. The point is the information that is getting to UNESCO from countries is far from being realistic and representative enough. And I think I would like to appeal to the Federation to give this due consideration in terms of, yes, those reports may not be submitted to UNESCO, but at least we need to have a realistic account of what is happening in terms of the violations. If you were to look at reports by Arterial Network of Artwatch and Film News in terms of their global reports, it's a far cry of what we see in the quadrennial reports. So why is this information not getting to UNESCO through government channels? And what is it that the Federation could do or what UNESCO could do? In conclusion, my last point is, they've been involved with UNESCO, yes, in 30 seconds. They've been involved with UNESCO in terms of the 2005 convention. I see a worrying trend happening at UNESCO, and I think we need to address that. I say this without reservation. I'm unapologetic, because when I go to Paris, I go on my own account. I don't get paid to go there. So it gives me the latitude and the freedom to say the things that I wish to say. And I feel there's a polarization that we need to manage as civil society, because it saddens me to come from a repressive government and to see the same dynamics playing at UNESCO, where I expect the Secretariat to play a neutral role, but I see it playing ball to certain governments that are kind of very repressive in terms of human rights and fundamental freedoms. And I think we need to follow through these processes and really ensure that the Civil Society Forum coming in February next year is a safe space for civil society. My experience in June is the civil society space in Paris is beginning to shrink, and that's very worrisome. Thank you very much. Encore après son indépendance, en 1962, l'Algérie n'est toujours pas dotée d'une politique culturelle. Mais depuis quelques années, plusieurs voix sont montées en créneau, donc,
pour réclamer que le secteur culturel se munit d'une stratégie qui définit non seulement les cibles, les buts et les objectifs des actions culturelles, initiées par les autorités concernées, mais aussi les droits, les obligations et les devoirs de chacun des protagonistes du secteur, dans le but de garantir, bien sûr, une gestion transparente des affaires culturelles et mettre ainsi à l'écart les opportunistes, malheureusement, qui ont fait de l'art et de la culture dans mon pays un business florissant et qui contribuent chaque jour à la clochardisation des vraies forces de création en Algérie. Je vais vous parler un peu d'une initiative de laquelle j'ai fait part depuis 2011, qui est le groupe de travail sur la politique culturelle en Algérie. Donc c'est une initiative qui est venue donc combler un certain vide en l'absence de la volonté de la part du ministère de la Culture de doter le secteur de la culture d'une stratégie, une réelle stratégie qui permet de prendre les choses en main à travers une démarche participative. On est quand même un collectif indépendant qui est organisé dans un cadre très informel, sans financement, et rédiger un projet de politique culturelle qui constitue un début de renouveau du secteur culturel en Algérie. Prenant bien sûr en considération l'ensemble des dimensions relatives aux activités culturelles, mais aussi des protagonistes, donc des journalistes, d'étudiants, de citoyens, qui sont engagés depuis plusieurs mois, depuis 2011, sur ce projet qui reste quand même un projet toujours en construction d'une politique culturelle en Algérie, mais à travers toujours un esprit de concertation et de rencontre. Donc, pour commencer, on a commencé à organiser des consultations publiques pour un projet de politique culturelle qui ont commencé donc en 2011 directement jusqu'en 2013. Ces concertations constituent un état de lieu d'abord du secteur et par la suite en 2012 un vrai début de fondement d'un projet indépendant de politique culturelle pour l'Algérie, en décentralisant d'abord les échanges dans d'autres régions du pays, parce que beaucoup de choses se passent uniquement sur Alger, sur le plan politique culturel, et de la part d'ailleurs du ministère de la Culture, mais aussi sur des aspects transversaux indispensables, tels que l'harmonisation du projet de politique culturelle avec les textes internationaux ratifiés par l'Algérie, ou encore des questions actuelles et urgentes, telles que l'avenir de la démocratisation de la culture dans un contexte de culture officielle très fort. On était justement sur un fond de polémique par rapport à de grands artistes algériens qui ont été dans des situations extrêmement précaires et que leur situation a été médiatisée. Et à ce moment-là, le ministère a réagi à la hâte, à la dépêche, pour mettre en place un statut d'artiste qui reste très opaque et très vide, en fait, de par ses droits et sa clarté. Alors, parmi les activités qu'on a pu mettre en place sur un plan opérationnel avec le groupe de travail, des ateliers de formation, donc pour donner un peu un élan d'exemples ou de moyens et d'outils de cette politique culturelle. Oui, donc des ateliers qui sont destinés donc principalement à fournir aux protagonistes du secteur des moyens concrets de gestion ou encore de recherche de financement, qui est quand même un des grands challenges de la société civile en Afrique du Nord du moins et en Algérie, et ceci à travers tout le territoire national jusqu'à Constantine, à Oran ou encore davantage dans le sud. Je rappelle que l'Algérie est le plus grand pays de l'Afrique et que la majorité de la population vit uniquement au nord, donc sur la partie littorale de l'Algérie. Et donc, une grande partie du pays et des populations sont laissées pour abandonner au sud, sans une vraie dynamique culturelle et artistique. Donc, on a pu faire aussi beaucoup d'ateliers dans des endroits comme Gardaya ou Exouf ou encore Tamanrasset. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi mettre en place une de nos valeurs très importantes, qui est la coopération sud-sud. Donc, ces ateliers de formation ont été menés par des experts qui sont venus du Mali, du Maroc, de la Tunisie, de Mauritanie et beaucoup de pays voisins. Et ceci afin de vraiment partager les principaux défis et solutions communes en région, mais aussi commencer une démarche et une approche de politique culturelle
qui s'intègrent à l'échelle maghrébine et africaine. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers l'organisation des assises culturelles dans un pays aussi grand et avec pratiquement zéro financement? On a essayé d'avoir certaines expériences, particulièrement l'expérience de Racine au Maroc, avec deux, je pense, éditions des assises culturelles quand même, et avec une cartographie qui est quand même un outil indispensable pour le secteur. Nous, on a fait en fait l'inverse, donc on a plutôt opté pour une cartographie culturelle et ensuite pour commencer à mettre les bases d'une politique culturelle, des assises culturelles qui soient très solides. Il est important, le projet d'assises culturelles est le fondement même, je pense, d'une politique culturelle, avec l'ensemble de rencontres par discipline artistique qui vont permettre de faire justement un état de lieu un peu plus précis que le projet de politique culturelle qu'on a développé grâce à des rencontres informelles sur justement l'état du secteur culturel, mais aussi sur leurs préoccupations et leurs attentes et leurs propositions qu'on va essayer de retranscrire au fur et à mesure, une sorte de cahier de doléances gigantesque dans le secteur des arts et de la culture, discipline par discipline, identifier de manière vraiment précise quelles sont les opportunités et les chances de réforme publique, mais aussi dans le secteur indépendant de la culture et des arts, pour renforcer justement ce projet de politique culturelle qui n'appartient à personne, mais à tout le monde. Après, donc, on a essayé, donc, en premier lieu, de mettre en place le projet de carte culturelle pour l'Algérie, que vous pouvez voir ici à travers une capture d'écran et le lien juste en haut. Je vais essayer de dégager quelques caractéristiques, je pense, importantes par rapport à la cartographie en tant qu'outil, mais aussi vecteur et vrai levier de fondement d'une politique culturelle. Il y a tout d'abord le potentiel d'une politique culturelle. L'usage d'une cartographie culturelle offre à un public une visibilité des lieux et du patrimoine aussi culturel, et aux acteurs du secteur la possibilité de mettre en évidence un potentiel régulièrement ignoré dans la perspective de développement qu'on voit souvent à travers des projets dans nos pays. De ce fait, la carte culturelle est un outil précieux pour identifier les ressources et les points à expérimenter à l'étranger aussi, qu'on pourrait aussi mettre à l'évidence ici. Il permet aussi d'aiguiller les efforts communs, principalement lorsqu'elle se lance dans la planification et la mise en œuvre d'un événement, par exemple, tel un festival. Donc la carte permet d'identifier les lieux, les liens et les ressources qui peuvent parfois avoir les communes entre elles et offrir une vision de projets communs qui peuvent s'initier à long terme. Le contenu de la carte culturelle est un vrai inventaire en fait pour tous les protagonistes du secteur. Parmi les autres caractéristiques, donc la mise en valeur d'une compétence sans précédent, une base de données qui est une base de données toujours en construction parce que les personnes peuvent justement s'enregistrer dans la carte de manière indépendante et libre. La promotion, qui est quand même un attrait très important par rapport à une cartographie culturelle, le fait de vous fournir en fait des renseignements précis sur un établissement ou une activité permet justement de valoriser le processus de la promotion culturelle dans une commune ou en une ville. Ces informations actualisées, justement détaillées par rapport aux informations du ministère de la Culture qui sont très vieilles, par exemple le groupe touristique, aussi pour les administrations locales, afin d'identifier et de diversifier davantage leur catalogue culturel. La carte a une vraie volonté justement de valorisation des talents locaux qui se traduit en fait par la mise en réseau des collègues du même domaine ou connexes afin d'intensifier l'activité et faciliter la mobilité aussi des artistes à un certain degré.
D'autres a trait l'aspect communautaire, qui reste très important. Elle joue également un rôle important sur l'identification des ressources culturelles des populations les moins intégrées à la société. Ceci concerne beaucoup les populations du Sud, qui sont souvent, comme je le disais tout à l'heure, marginalisées. Donc le GTPCA, à travers cet outil, a essayé de un peu fournir des informations sur des communautés dans le pays et éviter un certain isolement qui fait et faire naître un sentiment d'influence sur la culture globale du pays. Un état de lieu permanent qui permet justement de réactualiser tout le temps ces informations, une formation d'un réseau et davantage de collaboration entre les protagonistes du secteur, une évaluation aussi continue et géographique de l'expansion de l'activité et du secteur culturel et artistique, promouvoir les régions, donc mettre en valeur les régions de la culture, et aussi l'engagement. Alors, pour passer très rapidement au contexte culturel de l'Algérie actuellement, on fait face à un secteur qui est vraiment en déclin de la part du financement de la culture, une chute faramineuse. Il a encore perdu 18% en 2017 et en 2018. On passe ainsi de l'équivalent de 545 millions de dollars en 2017 à 132,7 millions de dollars en 2018. Cette tendance affirme donc l'abandon par l'État de sa politique de subvention du secteur culturel. Tout au long de l'année 2017, le ministre de la Culture n'a cessé de supplier le secteur privé de financer des projets culturels, sans pour autant proposer un cadre qui soit vraiment attrayant et rassurant et qui permet aux entrepreneurs privés d'investir dans le secteur. Le ministère de la Culture, optant pour un jeu de dupe un peu, il veut cesser de financer l'activité culturelle tout en voulant continuer à contrôler son contenu entre 2017, 2012 et 2018. Et le secteur culturel a perdu 70% de ses financements publics. Pour parler de la diversité culturelle en Algérie, après 10 années de retard, l'Algérie vient enfin, le 26 février 2015, de franchir un pas historique en ratifiant la convention de l'UNESCO de 2005. Pendant longtemps, l'Algérie comptait parmi les derniers au monde à avoir refusé de ratifier cette convention centrale. Elle était restée, par conséquent, en dehors donc, du débat et des enjeux internationaux relatifs à la gouvernance de la diversité culturelle, alors qu'il en avait grandement besoin, notamment pour se prémunir contre des conflits culturels complexes, comme celui qui a eu lieu récemment en 2014 à Ardaya, entre la communauté, par exemple, mozabite et la communauté non mozabite à Ardaya, au sud de l'Algérie. Officiellement, les objectifs de l'État en matière de culture en Algérie ont été conçus pour protéger justement et promouvoir la grande variété et particularismes culturels et régionaux du peuple. Or, les Algériens sont invités institutionnellement à se reconnaître dans une identité unique, figée dans le premier texte fondateur de l'État algérien, à savoir l'appel du 1er novembre 1954, lequel a façonné profondément l'idéologie dominante d'une certaine pratique culturelle gouvernementale en Algérie. Cette idéologie qui définit l'algérianité par deux seules composantes identitaires, à savoir l'arabité et l'islamité, s'accommode mal de la diversité des expressions culturelles pourtant si chères au discours officiel. Ce paradoxe ne peut être entretenu qu'en occultant certains aspects de la mémoire algérienne et en vidant les identités régionales de leur absence de substance. Cette situation explique en partie la ratification très tardive de la Convention de 2005 par l'Algérie. En effet, le contenu de la Convention met à mal une situation, disons, de statu quo culturel entretenu par le régime depuis l'indépendance, dans la mesure où le texte de la Convention appelle explicitement les parties à créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux pour qu'ils puissent créer, diffuser, distribuer leur propre expression culturelle et en avoir accès. En effet, alors que jusque-là, l'approche était dans plusieurs pays d'uniformiser les cultures. La Convention de 2005 a consacré la diversité culturelle comme un ciment des nations. Et l'histoire a donné raison aux concepteurs qui étaient censés
Par exemple, en printemps arabe, offrir des jours meilleurs au peuple opprimé. Il s'est transformé en cauchemar en Syrie, en Libye ou encore au Yémen. Des pays qui se sont attachés jusqu'à l'explosion, à l'approche archaïque un peu de gouvernance et de diversité culturelle en refusant toute reconnaissance de leur diversité culturelle. On devrait être à la conclusion. Alors, je voulais juste vous faire je ne sais pas si vous le savez, mais en Algérie, il y a des manifestations donc, depuis février 2019. Il y a un vrai appel à un renouveau culturel et une chance de proposer un nouveau projet de politique culturelle. Nous avons pu justement mettre en place à travers un manifeste d'abord le Conseil national culturel de transition démocratique qui essaye un peu à travers des consultations mais surtout un formulaire très détaillé qu'on a pu mettre en ligne sur Google Forms pour en fait récolter toutes les attentes et les revendications de la rue concernant justement cette nouvelle Algérie, cette nouvelle république demandée par la rue, malgré toutes les répressions qui ont lieu en ce moment en Algérie et le statu quo d'une culture qui reste très très officielle et instrumentalisée à des fins politiques. Je vous remercie pour votre attention. By my colleagues. So I don't have anything much to say. No one's going to do that. But having said that, so my name is James Bucha. I deliberately requested to be the last speaker for reasons that hopefully will become very clear very, very soon. So I am chairman for Arterial Network, whilst at the same time I am chairman for the Pan-African Cultural Congress Bureau 5, which is a unit of the African Union, which in real sense is the link between all civil society, creative civil society, and the African Union. And that's why I requested to be the last speaker. I will start first with that which I was actually asked to speak about on this particular program by Natalie, I think, or is it by Salim? Natalie. My first statement that I would like to make is that Africa is speaking to everybody else except itself. And I think that's a huge, huge concern for this particular continent, that we speak to everybody else except ourselves. Last year, in October, Arterial Network was approached by the African Union to take the lead in the review of the Pan-African Plan of Action for the creative and cultural industries. How many of us are familiar with that plan? The Plan of Action for the creative and cultural industries. How many Africans? One. That's very interesting. Because this particular plan of action is supposed to be your roadmap. The roadmap for the creative and cultural industries for this continent. Indeed, we're not familiar with it. It was put in place. There's been various reviews, but the last review before our review, and when I say our review, because I see a colleague here who sits with me on that same committee, Samuel Sema, we're together on that review process. This particular roadmap, commonly referred to as the Dakar Plan of Action, was put in place around 2007, 2008. And then when our team was nominated or was put in place, and I lead a team of over about 9 people from all the regions of this continent. And our collective efforts are to ensure that we align that plan of action to the 21st century thinking. You want to infuse your digital platforms
funds, you want to approach or you want to dialogue concerning issues of investment, you want to talk about issues of copyright, which someone is very passionate about, because he can, I'm sure tomorrow's presentation, he will blow you away with his statistical data. And all these things that are so, so critical to this continent's growth, we've always tended to leave them away, and we tend to think that maybe it doesn't exist, yet it does exist. From the 6th to the 8th of November, this year, next month, our team will meet for the last time to finalize on this plan of action. I'm very much aware that there are people in this room that will say, how come we don't know about it? How come we're never ever consulted? But the AU in this particular framework, they actually work with member states. And we are also clear that in January this year, there was a lot of information that was sent to all the respective African countries requesting for various information, principally data. We needed to have data from all of your countries. But what really exists in terms of not just infrastructure, but in terms of the numbers that actually come in terms of the scale of the economy, we needed to have all of that. The majority of countries did respond. There are others that never ever responded. Is it too late to submit that data? Because after all, this particular roadmap that we're coming up with will define this continent's efforts for the next 10 to 15 years. There's a tendency to revisit these frameworks after every 15 to 20 years. If I was speaking English like Edith, I would say, or like Violet, I would say, you know, you snooze, you lose. When we finish our process in November, this document will be shared with all your respective governments in the hope that next year, around February, when the ministers of culture meet, they will be able to adopt this document. Kind of very dangerous process, isn't it? Some of you are thinking like, okay, so what is it that gives these people the moral right or the moral obligation to be the ones that have to order our own collective thinking? But out of that particular team, it's made up of various professionals, and we've been trying to reach far and wide in terms of actually just getting in the input from each and every one of you. Why am I speaking about this? I'm speaking about this because for the first time ourselves as a Arterial Network, as part of civil society, we found that relationship, this newfound relationship between African Union and civil society, quite interesting, quite informing actually. And when we were actually about to accept our assignment, we did ask the African Union, why we come to civil society right now? And the response was very simple. It was, we don't have enough resources. We realized that you, the people in that sector, in the sector itself, you've got the ideas already, you know exactly what it is that you want to talk about, so let's just mine this information from yourselves and try to align and see to it that we start operationalizing a lot of the visions, a lot of the dreams, a lot of the aspirations of the African Union. Africa is very good at one thing, for a lot of things, but this is specific to our sector. Africa is extremely good when it comes to producing paper, policies. We write amazing documents. The implementation is absolutely something else. I was about to use another word there, but then I saw Violet looking at me like, are you about to say that? I said, no. Which leads me on to another project that we are doing with the African Union as Arterial Network. So, having realized the lack of connectivity between ourselves as Africans, we have pushed for the coming together on the 25th
what? What is the 25th of May, colleagues? Thank you, sir. 25th of May is Africa Day. That is your day. A day that you have decided to appropriate to your politicians. Because you want to believe that actually the politicians must take the lead in terms of discussing our issues here. And yet, holistically, Africa Day is a day that belongs to Africa and her citizens. Arguably, who must be led on that particular day by the creative and cultural industries in terms of all the celebrations. So next year, Arterial Network. Next year, Arterial Network and Afrima, the African Music Awards, we've decided to come together to take over EPO and the African Union so that we can invite various artists into that space. And we will then do a lot of live streaming of all the events that are taking place in that particular space to the rest of the continent. That's again in the spirit of working together between civil society and the African Union. Moving right along, I'm told that I've got 5 minutes. Let's do it 5, right? My next point that I want to talk about is the Africa Free Continental Trade Agreement. I'd be nice to make some remarks about that. When was that, Josh? 2 months ago? Somewhere, when was that? 2 months ago when we were in that country of yours? A month ago? 2 months ago. 2 months ago, there was the first grouping of tech people and the creative and the creatives in Kigali, where we sat there wanting to discuss, with a desire to discuss, what is the impact? What does this all mean? We're very much aware that there is now a group that's actually working on trying to see how best to accelerate the Continental Free Trade Agreement when it comes to the creative economy and tech. And I was actually reading something that we just received now, that they've been invited to the African Union from the 29th to the 31st of this month to sit in the same space with Afrexim Bank, AFDB, and everybody else, so that there is an appreciation of what really needs to be done. From an Arterial Network perspective, our approach is very simple. Our approach is that in the next 3 weeks, we'll be putting out a call. We will be putting out a call where we would like to have 5 experts from within this continent, one in each region, so that we can interrogate this trade agreement. It is crucial that that happens. Africa today stands on the very verge of a major change. 1.2 billion people, with the expectation that by 2043, this number will double to 2.4 billion people. You are, ladies and gentlemen, you are looking at the most singular market that's about to emerge. Clearly, whilst we all see the opportunities and so on, the question is, are the Africans themselves aware of what's about to happen? Are the Africans even aware that actually this is the future? That Africa right now, as we speak, is the future? I am clear about it. I'm so clear about it to such an extent that I do believe that I don't have to worry anymore about finding new markets for any of my products, for any of our cultural goods and services anywhere else, because your next consumer, your customer is the guy who's actually next door. Your consumer is the person that's actually sitting next to you. But actually, we need a radical shift. We need to change the narrative if we have to move forward. Earlier on, I made a remark to colleagues, and I said, it's amazing, isn't it? Netflix. How many of us are familiar with Netflix? I'm sure we all are. Netflix this year alone has put together 13 billion in its war chest to develop newer content. Out of this 13 billion war chest, almost about 5 billion is devoted to this continent. But a lot of us, what are we doing? We're just taking a break, like, yeah, we're waiting. Yeah, let's wait. Let's complain and let's wait. Let's think. Who asked the question about
about industries. There was a gentleman who asked about industries earlier on. I think the opportunity is there for the industry. Lastly, Lastly, I would like to talk about a project that we are very passionate about at Arterial Network, and this project is called Earthwatch Africa. Until 2 years ago, we used to think that it was going to defend the rights of the artists. Those artists that are actually being persecuted, the artists that are being thrown in prison and so forth. Our approach then was that we used to go in and have serious arguments with our governments. We needed to take each other to courts and so forth. The newer framework for Earthwatch Africa, which is being relaunched on the 25th of November, the new approach is going to be focusing on encouraging dialogue between the creatives themselves, dialogue with the respective governments, dialogue with policymakers, with parliamentarians, so that we try to swim to the next level. Because we've all kind of figured out that the reason why there's so much persecution and so forth is in reality, we inherited constitutions that our own independent states never managed to change. La société civile, les acteurs culturels qui doivent s'imposer au plan politique. Soyons clairs, quand nous parlons de politique culturelle, ça revient aux politiques. C'est les États à eux de mettre en place la politique culturelle. Nous, acteurs culturels, on ne peut pas dire qu'on met notre politique culturelle en place. C'est l'État, le gouvernement qui décide de mettre en place la politique culturelle. Nous, acteurs de la société civile, on essaie de s'imposer, de prendre part activement. Et je pense que c'est par la force de nos actions. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples palpables d'acteurs culturels qui ont pu s'imposer par rapport à des États. Je prends l'exemple aujourd'hui du festival sur le Niger au Mali qui s'est imposé comme un des meilleurs festivals qui fait partie de l'agenda culturel. Et c'est par la force de nos actions qu'on peut amener nos États à prendre en compte nos activités et être acteurs prenants dans les prises de décision, dans le mouvement qui amène les gouvernements à changer. Mais un gouvernement, nous, en tant qu'acteurs culturels, je pense qu'à notre humble avis, on ne peut pas imposer, on n'a pas les moyens, on n'a pas les fonds, mais ça a la force et par nos activités qu'on pourra s'imposer vis-à-vis de nos gouvernements. En fait, dans mes propos, avant de continuer, j'ai voulu aussi faire un additif par rapport à Nathalie et dire qu'au niveau du Mali, il y a eu le 6 septembre une décision qui a été prise en Conseil des ministres pour mettre en place la Commission nationale du suivi de la Convention 2005. Commission nationale qui va commencer ses activités à partir du 21 par la mise en place du bureau qui est coordonné par le secrétaire général du ministère. Et c'est un accord entre le gouvernement du Mali et l'UNESCO pour le suivi pratique de la Convention 2005. J'ai voulu prendre le micro pour interpeller un peu mon collègue de Arterial. Et je pense que l'Afrique, et surtout nous, acteurs culturels africains, il y en a un certain défaut, c'est que, je m'excuse du terme, on a un réseautage qui se limite aux personnes qu'on connaît. Et moi, je sais, et j'ai des personnes ici, par exemple, au niveau de l'Union africaine, nous savons que quand on parle d'acteurs culturels qui prennent part à toutes les activités de l'Union africaine, les premiers acteurs culturels qui sont ciblés, c'est Arterial Afrima. Et cette relation est née du fait peut-être que la directrice de la culture de l'Union africaine ou du département de l'Union africaine ait des relations particulières avec ces acteurs. Mais ces acteurs, quand vous, des gouvernements, des décisionnaires vous appellent, c'est à vous de les interpeller pour dire qu'au niveau de toute l'Afrique, il y a certains acteurs qu'on peut inviter qui font partie. Et je tiens vraiment à préciser ça, parce que de toutes les activités de l'Union africaine, et je sais de quoi je parle, sont invités comme acteurs culturels tous les représentants d'Arterial. Et moi, je suis un des plus grands acteurs culturels, je peux me permettre de le dire, au Mali aujourd'hui, mais Arterial est représenté au Mali par un de mes compatriotes, mais qui ne sait même pas qu'il existe. Qui ne sait pas
Afrima que j'existe, parce qu'il ne m'a jamais convié, il ne va jamais me convier, parce qu'il y a et c'est vraiment une interpellation au niveau d'Arteria. Il faut essayer, moi je suis vraiment heureux que vous puissiez avoir une porte au niveau de l'Union africaine pour pouvoir partager des idées, pour pouvoir nous porter. Et c'est à vous de vous associer à nous, de nous amener vers vous pour qu'ensemble on puisse relever ce défi. Merci bien. It wasn't a straight move, but the relationship that does exist between African Union, Afrima, and the Arterial Network. I'm very much aware that I think for the Arterial Network, it took close to 8 years, 7, 8 years to get that relationship really going. And I think historically it would be just Afrima, I think, that has got a direct resource so that gets direct support from the AU. But yes, your point has been taken. Puis les outils de mise en œuvre existent aussi dans le genre texte ou décret d'application. Si ces politiques sont effectivement appliquées sur le terrain, et enfin, est-ce qu'il existe des comités ou des groupes de suivi, évaluation, qui régulièrement évaluent ce qui se fait pour la mise en œuvre de ces politiques? Merci. Il n'y a pas de texte qui promulgue déjà cette politique culturelle, comme on le voit ailleurs. Il n'y a aucun décret d'application. C'est pour ça que je disais dans mon propos qu'il y a je relevais cette ambiguïté-là. Parce que dans les documents que nous avons consultés, à certains moments, on parle du pilotage d'une stratégie culturelle qui existerait entre guillemets. Et à d'autres, les réunions qui ont suivi, on vous dit la réunion, elle est organisée, ou la CIS, si vous voulez, elle est organisée pour l'élaboration de la politique culturelle. Entre-temps, il y a un séminaire qui est organisé pour la même élaboration de la politique culturelle. Donc, en réalité, il n'y a pas de texte ni de loi qui promulgue la politique culturelle. Donc, forcément, le suivi et tout ce qui peut s'en suivre devient complètement difficile. Il n'y a pas de politique culturelle de manière officielle. En Algérie, il n'existe même pas de texte juridique qui définit à la base déjà qu'est-ce qu'on veut dire par culture ou art. Donc c'est un vrai problème dans un contexte où on ratifie beaucoup de conventions internationales. Le suivi, il n'y a pas vraiment de suivi de politique culturelle, il y a plutôt une politique budgétivore informelle qui se fait au ministère de la Culture et qui est seulement une question d'argent. Où on va mettre le budget cette année, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les priorités du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut le plus instrumentaliser ou pas. En gros, c'est ça. Ça complique encore davantage la question sur un plan international pour l'Algérie, en sachant que la Commission nationale de l'UNESCO est gérée au niveau du ministère de l'Éducation. Ce qui omet une grande partie des textes liés à la culture et aux arts. Donc, le ministère de la Culture devrait s'impliquer dans ce travail qui n'est pas impliqué du tout de manière directe. C'est plutôt les affaires étrangères qui gèrent de manière très opaque ces textes. The kind of impetus that the agreement will offer for the creative industries. Actually, we do believe that it's something else that has been built, not just from out of the blue, but it has been it's something that has been put in place in a way to complement some of the existing agreements that you find within our various regions. For example, West Africa, you have what, ECOWAS, and then in Southern Africa, we've got SADC, you already have got other tools, like COMESA and so forth. So some of these are really build-ups to that. So they've just taken all of those components, some of those protocols, and mash them together so that you can have more accelerated movement of cultural goods and services. When I say that we are putting together a crack team of consultants, it's really the primary role of that team is to demystify what is complicated language
I think most of our agreements, most of our protocols are full of a language that we don't even understand. It's too much for the basic person. So that's what we're trying to do, just to simplify it. And I can assure you, Natalie, by way of commitment, that yes, I will share that with you, whatever the outcome of those deliberations. Yeah, that is very much appreciated. We'll all be very happy to the information. Maintenant, il y a une dernière question, désolé parce qu'il faut après prendre la pause café, parce qu'il y a encore un autre panel plus tard, mais s'il vous plaît, la dernière question. Généralement, dans les pays africains, lorsque nous parlons de société civile, nous avons affaire à un schéma qui a trois visages. Vous avez une société civile qui est proche du pouvoir en place, vous avez une société civile qui est proche de l'opposition, et vous avez une société civile qui est un peu au milieu des deux, qui n'a aucune définition fixe. Et la plupart du temps, lorsqu'on veut impliquer la société civile dans l'élaboration des politiques, c'est celle qui est proche du pouvoir qui est prise en compte. Les autres sont oubliés. Alors, est-ce que cela permet d'avoir des politiques réalistes et qui prennent en compte la vie de tous et qui engagent donc tout le monde? Je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'il faut absolument trouver une solution. Je suis togolais, mais le problème n'est pas seulement togolais. J'ai travaillé souvent avec les acteurs de la société civile du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Le problème est partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à ces problématiques? Très vite, on a l'impression que ceux qui, issus de la société civile, travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Arts et de la Culture, fait partie du pouvoir. Et effectivement, il y en a d'autres qui sont sur le terrain au quotidien et qui ne sont pas souvent prises en considération. Une chose que nous avons d'élaborer un calendrier d'événements culturels et puis de pouvoir faire d'autres propositions au ministère des Arts et de la Culture, mais éventuellement, comme beaucoup d'autres initiatives dans le genre, c'est un bébé qui est mort dans l'œuf. Tout récemment, à l'initiative de la rentrée culturelle nationale organisée encore une fois par le ministère des Arts et de la Culture, il a été question donc, de mettre sur pied des fédérations corporatives qui révéleraient en fait les acteurs culturels par métier. On est content, on va y aller. Je pense que la rentrée culturelle a mis plus de 10 jours. On attend les résultats de ces différentes fédérations.